Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette série de rencontres organisées conjointement par la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler de la typologie des dons de manière générale et savoir est-ce que le don est essentiellement financier. Et pour en parler, aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Madame Yasmina El Asri, qui est directrice générale déléguée de l'association Injaz El Maghreb, qui promeut essentiellement l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Madame El Asri, bonjour. Bonjour. Je tiens absolument à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de partager avec nous surtout votre avis d'expert dans le domaine de la solidarité et surtout sur cette question-là. Madame El Asri, je vous inviterai d'emblée à nous présenter de manière très succincte d'abord votre association, ses missions et son rôle. Merci beaucoup tout d'abord pour cette opportunité. Donc, Injaz El Maghreb est une association de droit marocain, une association marocaine reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2007 à l'initiative du Fonds panafricain d'investissement le MEDA. Nous appartenons à une organisation mondiale qui s'appelle Junior Achievement Worldwide, qui est une association créée à Boston en 1919, qui a donc maintenant un peu plus de 100 ans, dont la mission est la formation à l'entrepreneuriat pour des jeunes de 5 à 25 ans. Donc notre action se passait avant, jusqu'à 2018, essentiellement dans les établissements scolaires et universitaires, grâce à des conventions signées avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur. Grâce à nos partenaires du secteur privé, on arrivait à mobiliser, on mobilise toujours des conseils bénévoles cadres de ces partenaires-là, qui viennent avec nous dans les établissements scolaires universitaires pour déployer nos formations à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on intervient au fait dans les écoles et les universités, du primaire jusqu'à l'université, avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat, mais également à la préparation à l'employabilité pour chaque niveau au fait. Le programme de formation, en plus d'une initiation à l'entrepreneuriat, vise à améliorer une situation, une compétence en particulier. Pour le primaire, par exemple, ce serait une initiation à tout ce qui est orientation scolaire. À partir du collège, c'est le développement des soft skills, c'est la préparation à l'employabilité, c'est l'initiation à l'entrepreneuriat, c'est la création effective des entreprises, etc. Puis, à partir de 2018, on a un peu élargi le scope d'intervention de l'association pour comprendre également ou pour intégrer les coopératives. Et on a commencé le pilote dans la région de Drahata Filalt avec notre partenaire stratégique Managem. Aujourd'hui, on intervient avec d'autres partenaires, dont Nareva par exemple, dans la région de Laayoune. Et on espère mobiliser d'autres partenaires pour les autres régions, vu l'impact de ces programmes sur les populations et l'impact direct sur les familles, en fait. Alors, comme vous le savez, le domaine de la solidarité a connu un élan important. Et une mobilisation d'ailleurs générale, inédite et je dirais même exceptionnelle et sans précédent. Surtout durant ces 2 dernières années, suite aux différents impacts de la pandémie. Et puisque d'ailleurs aussi une bonne partie des couches de la société ont connu ou se sont retrouvées davantage fragilisées. Et il y a même certaines couches qui peut-être ne pensaient aucunement être confrontées à des situations assez difficiles et qui se sont retrouvées dans presque la précarité. Devant ce constat général et l'ensemble des initiatives qui ont été lancées ces 2 dernières années, à votre avis, quelles sont les tendances qui se dégagent ou en tout cas que vous voyez, que vous constatez, que vous observez durant cette année 2022?
Ce qui a été extraordinaire pendant la pandémie, c'est justement le nombre d'initiatives que nous avons observées, que ce soit tout d'abord l'initiative de Sa Majesté qui a mis en place un fonds spécial Covid justement pour prévenir au fait les problèmes qui ont suivi au fait la décision de confiner la population. Tous les acteurs privés qui ont participé, les associations dans les quartiers, on les a vus à Salé et d'autres régions du Maroc qui ont pris l'initiative au fait de venir répondre aux besoins des populations qui se sont retrouvées sans revenus du jour au lendemain. C'était extraordinaire. Bon, on sait que la solidarité, nous l'avons en tant que Marocains dans nos gènes, dans notre ADN, de par notre culture, de par la religion, etc. Ce qui était aussi extraordinaire pour nous en tant que Injaz, c'est que les partenaires ont continué à nous appuyer, que ce soit financièrement ou en mobilisant des ressources humaines. Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas retiré les fonds, et c'était extraordinaire. Malgré la crise financière, malgré l'impact de la pandémie, les gens ont renforcé même, ils ont continué à donner, ils ont donné plus, ils ont renforcé leur appui pour que nous, on arrive à continuer à appuyer les jeunes, à renforcer les capacités des jeunes et même ailleurs pour les autres populations, que ce soit les familles, les femmes, les chômeurs, etc. Donc c'était vraiment extraordinaire de voir cela. Et je pense que quand il y a une crise, la tendance, c'est voilà, c'est être solidaire, c'est donner ce qu'on peut donner et pour que tout le monde s'en sorte dignement. Alors, beaucoup d'acteurs, notamment associatifs, parlent beaucoup de la nécessité de mobiliser des fonds, donc des dons financiers, pour pouvoir réaliser leurs projets et pouvoir les financer, bien sûr. Est-ce que, et ceci m'amène à vous poser une question préliminaire, est-ce que vous pensez que le don ne peut être que réellement financier? Est-ce que c'est la seule, en tout cas, le seul moyen ou le seul type de solidarité dont on peut user aujourd'hui pour pouvoir subvenir aux besoins, en tout cas des bénéficiaires? Concrètement, nous en tant qu'Injaz par exemple, je parle d'un exemple que je connais le plus, à Injaz, le type de dons qu'on reçoit, c'est des dons financiers, mais également un apport en ressources humaines et un apport en savoir-faire, ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Nos partenaires, quand on signe une convention avec eux, il y a un engagement financier, mais également un engagement en termes de mobilisation des conseillers bénévoles qui nous accompagnent dans les établissements scolaires et universitaires ou même dans les coopératives pour déployer les programmes de formation. Donc, le don ne peut pas être que financier, il peut être aussi en nature, c'est-à-dire un appui en savoir-faire, un appui en ressources humaines pour nous permettre, nous, d'atteindre notre objectif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un coût financier derrière. Donc, quelque part, c'est également un don financier indirect. Parce que les bénévoles qui sont mobilisés le sont pendant leur temps de travail. On ne fait pas appel à eux le week-end, mais pendant la semaine, entre 9h et 17h ou 18h. C'est pendant leur temps de travail. Donc, le partenaire est pas perdant parce qu'il y a un autre calcul qui est fait, donc personne n'est perdant dans l'équation, même si ça représente également un coût pour le partenaire. Vous allez me dire quelle est la contrepartie pour le partenaire. La contrepartie pour le partenaire en mobilisant un conseiller bénévole pendant son temps de travail, c'est ce qu'on appelle le SROI. Le SROI, c'est le Social Return on Investment, c'est-à-dire que dans son action de mobiliser, dans son action sociale de mobiliser un cadre pour aller déployer une action sociale, il y a un retour sur investissement, un retour social sur investissement en termes d'impact. Et l'impact social qui est réalisé par le partenaire à travers le conseil bénévole
a un coût financier, a un retour, pas un coût, mais un retour financier sur l'entreprise. C'est toute pas la stratégie, mais la logique derrière la RSE, au fait. Voilà. Alors, vous avez parlé de mécénat de compétences, vous avez parlé également de bénévolat. Puisque vous mobilisez, comme vous l'avez si bien présenté, vous arrivez à mobiliser quand même des cadres et des cadres supérieurs, que ce soit d'organismes privés ou publics. Est-ce que vous pensez que le citoyen marocain ou les organismes de manière générale avec qui vous travaillez, est-ce que vous pensez qu'ils accordent à la place, en tout cas la place qu'ils accordent au mécénat de compétences est une place importante? Est-ce que vous considérez que ce mécénat et ce bénévolat ont l'importance et la place qui leur sied? C'est pas encore généralisé, malheureusement. C'est pas pratiqué par tous les, je vais pas dire les partenaires que nous avons, nous, ils le pratiquent, mais d'autres partenaires qu'on vise à avoir. On essaie justement de véhiculer cette logique, cette vision et cette façon de faire, parce que à la fin de la journée, on vit dans une société. Je veux dire, on ne peut pas gagner si on ne cherche que son intérêt personnel ou l'intérêt de son entreprise. Si on intervient dans une société qui ne fonctionne pas bien, où il y a des problèmes, on peut pas réussir, on peut pas réaliser des profits à long terme. Donc quelque part, c'est dans l'intérêt de ces partenaires ou de ces acteurs, que ce soit privés ou publics, d'instaurer une forme de solidarité pour que tout le monde y trouve son compte. Comme ça, tout le monde est gagnant. C'est une équation où on est gagnant-gagnant ou on est perdant-perdant. Il n'y a pas gagnant-perdant dans le social ou dans une société en général. Donc, je pense que ça commence à entrer dans les mœurs. La RSE a quand même démontré son importance auprès du secteur privé. Pour le public, le secteur public, il sait qu'il est incapable de régler tous les problèmes tout seul. S'il n'y a pas l'intervention du secteur privé, s'il n'y a pas l'intervention des ONG, la coopération internationale ou autre, etc., le secteur public ne peut pas fonctionner seul et sans l'appui de tous ces acteurs-là. Donc il faut une forme de solidarité, il faut une répartition des tâches, mais également une coordination entre les différents acteurs pour arriver à l'impact désiré. Nous parlons de solidarité innovante, et c'est-à-dire qu'il est certainement nécessaire d'innover, en tout cas dans le cadre de cette solidarité. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces types de solidarité, ou de dons plutôt, est-ce qu'il faudrait les maintenir? Sont-ils réellement pertinents? Ou est-ce que peut-être il va falloir s'orienter vers, en tout cas, une typologie qui apporte une valeur ajoutée assez prononcée, surtout que nous évoluons tous dans un monde VUCA qui est incertain, volatile et qui est en perpétuel changement? Je pense que nous aurons toujours besoin des ressources financières et des ressources humaines en termes de dons pour continuer à fonctionner. Si on parle de notre modèle, nous, à INJEZ, qui est quand même basé sur la mobilisation des ressources financières et des ressources humaines pour pouvoir fonctionner. Maintenant, je pense que là où il faudrait innover, c'est dans la façon dont on utilise ces fonds-là. La façon dont on utilise les fonds, les ressources plutôt, les ressources financières ou les ressources humaines. Comme nous l'avons vu pendant la pandémie, quand il y a eu au fait le confinement, nous, notre façon de faire ou notre façon de travailler, c'est d'aller dans les écoles, mobiliser les conseillers bénévoles, les fonds, aller dans les écoles et déployer les formations. Quand il y a eu le confinement, quand la décision du confinement est tombée, tout le monde était chez soi, que ce soit nous, que ce soit les travailleurs du secteur privé, les jeunes, tout le monde était chez soi. On n'avait plus accès physiquement on ne pouvait plus travailler comme on avait l'habitude de le faire. Et là, on a dû, au fait, travailler autrement. On n'a pas arrêté. La façon dont on a répondu à cette situation, c'est qu'on a digitalisé les programmes de formation. On a mis en place, grâce à l'aide de notre
de notre partenaire fondateur, le MEDA, et toute son équipe, toutes ses filiales et les équipes de ses filiales, avec l'aide également des équipes de Injaz l'Arab, qui est notre bureau régional de la région MENA située à Amman. On a mis en place des plateformes qui nous ont permis au fait de déployer, de reconstituer les classes de façon virtuelle, de déployer des formations digitales, de continuer à mobiliser les conseils bénévoles qui ont répondu présents quand on a fait appel à eux pour déployer au fait les formations de façon virtuelle sur ces plateformes-là. Donc ça, c'était une façon pour nous innovante de procéder pour continuer au fait à soutenir les élèves et les étudiants pendant une crise quand même qui avait son impact pas seulement sur la façon de fonctionner, mais même des fois psychologiquement et sur la santé mentale, mais également la santé physique de tout le monde, pas seulement des jeunes. Tout le monde a été impacté par la situation. Donc on a quand même réussi pendant le deuxième semestre, parce que nous, on intervient sur une école, sur une année académique, et pendant notre deuxième semestre, on a réussi à faire plus de 50%, d'atteindre plus de 50% de résultats que le résultat, le même résultat que le premier semestre, plus 50%. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir un réseau quand même global, où on voit ce qui se passe. Junior Achievement existe dans plus de 100 pays de par le monde, donc on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe en Asie. En Asie, ils sont très développés, même en Afrique, ils sont très développés dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc on continue au fait à échanger sur les bonnes pratiques et s'entraider pour pouvoir au fait rester à un niveau où on peut répondre efficacement aux besoins des jeunes. Alors, dernière question, Madame Nasri. Vous savez, on parle d'une vision 2035 et de différentes stratégies dans le cadre de la solidarité engagées par les pouvoirs publics en vue d'instaurer ou d'assurer un socle de protection sociale qui renforce la résilience, qui renforce l'inclusion et qui tend surtout à, en tout cas, mettre en pratique la solidarité entre l'ensemble des citoyens ou des bénéficiaires de manière générale. Je vous poserai une question toute simple. Comment imaginez-vous le Maroc solidaire ou la solidarité nationale en 2035? Je pense que jusqu'à maintenant, à part au fait tout ce qui est solidarité, RSE, institutionnalisée, publique, etc., les familles s'appuient beaucoup sur la solidarité des proches, la solidarité des voisins, des associations, et c'est des initiatives qui sont volontaires, qui ne sont pas garanties, qui ne sont pas structurées, c'est pas donné au fait, c'est pas quelque chose c'est pas comme une solidarité qui vient de l'État par exemple, qui est institutionnalisée, il y a des lois structurées et surtout pérennes. Nous, ce qu'on voit au fait au niveau social aujourd'hui, c'est vrai que alhamdoulilah, il y a eu quand même des avancées en matière de couverture sociale, couverture médicale, le RAMED, etc., qui a beaucoup appuyé les populations, les familles pendant la crise, notamment pendant la crise Covid. Mais je pense qu'à terme, d'ici 2035, je pense qu'il faut qu'on ait mis en place une couverture sociale en bonne et due forme, qui pourrait au fait rassurer le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen, quand il va travailler, il a d'autres soucis en tête que son travail. Je veux dire, les 8 heures qu'il passe en bureau, il ne les passe pas concentré sur son travail en se disant « j'ai ma couverture sociale, si je me retrouve en chômage demain, j'ai mon indemnité sans problème, j'ai le minimum pour vivre chaque jour, etc. » On n'est pas encore dans cette situation au Maroc. Et j'espère que d'ici 2035, on arrivera quand même à dépasser tout cela, à ce que tous les citoyens soient couverts socialement, à ce que quand on tombe malade,
on a plus peur de ne pas pouvoir subvenir aux frais médicaux que de la maladie elle-même, des fois. Vous voyez, donc c'est un stress qui s'ajoute au stress de la maladie elle-même. Donc j'espère que d'ici là, le Marocain aura tous ces avantages-là en termes sociaux et pour pouvoir vivre dans la dignité. Je veux dire, l'INDH aujourd'hui, toutes les initiatives de Sa Majesté, toutes les initiatives des grands groupes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui interviennent au Maroc pour appuyer justement les communautés, le font dans ce sens-là. C'est pour permettre aux communautés, aux familles, aux individus de vivre dans la dignité. Et j'espère que d'ici 2035, tout cela sera institutionnalisé et que ce ne sera plus un souci. Madame Yasmina El Asri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir surtout partagé avec nous votre avis d'expert. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je rappelle juste que cette rencontre avec Madame Yasmina El Asri s'est inscrite dans le cadre d'une série de rencontres organisées conjointement entre la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel, qui s'inscrivent toutes les deux, bien sûr, dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Merci à vous tous.